Attention, ce contenu est extrêmement dérangeant et réservé à un public averti. Veuillez regarder à vos risques et périls. J'ai nettoyé de nombreux accidents de voiture. Comme vous pouvez l'imaginer, beaucoup de ces accidents sont horribles. Une chose que j'ai apprise très tôt, c'est à quel point les éclats d'os sont tranchants. Ils sont très tranchants et peuvent facilement couper les gants et la peau. Le pire, c'est qu'il y a souvent des bouteilles d'alcool dans les voitures ou une odeur générale d'alcool sur les cadavres. J'ai assisté récemment à une scène où une personne a sauté d'un balcon dans la rue en contrebas. Les balcons des 2e et 3e étages s'étendent plus loin que les autres. La personne a laissé des morceaux d'elle-même au 3e étage et le reste a continué à descendre au 2e étage. Un autre cas auquel j'ai assisté il y a quelques années était une tentative de suicide dans une maison de retraite. Une dame s'est coupé les 2 poignets et a attendu de mourir. Le seul problème était que les blessures étaient trop superficielles, elle avait un peu de temps à tuer, alors elle s'est préparé un smoothie, a regardé la télévision, est allée à la salle de bain, bref, a poursuivi sa journée normale. Elle a fini par changer d'avis et a appelé les secours. Ce n'est pas mon histoire, mais elle m'a été racontée par un ancien entraîneur de lycée qui travaillait pour la police. Il a été appelé dans une maison pour vérifier le bien-être d'une femme décrite comme ayant 35 ans, de race blanche et pesant environ 120 livres. Les policiers ont frappé à la porte, sans succès, et sont finalement entrés. Ils ont trouvé une femme morte allongée sur un lit à l'étage, mais ce n'était pas la femme qu'ils étaient venus chercher, cette femme était noire et semblait peser plus de 300 livres. Ils ont appelé l'équipe chargée de retirer les cadavres des lieux. Pendant qu'ils attendaient, ils ont continué à chercher et ont trouvé un sac à main à côté du lit, dans lequel se trouvait le permis de conduire de la femme blanche qu'ils avaient été appelés à vérifier. Il s'est avéré que la femme de 300 livres sur le lit était la femme blanche. Elle était morte depuis quelques semaines et s'était décomposée en un amas de chair en décomposition. Le pire, c'est qu'au moment où l'équipe chargée de l'enlèvement des corps s'apprêtait à déplacer le corps sur le sol et à le mettre dans un sac mortuaire, on lui a dit de quitter la pièce s'il ne voulait pas tomber malade. N'ayant pas tenu compte de ce bon conseil, il est resté là pendant que l'on déplaçait le corps. Elle a explosé. Comme une grosse ampoule prête à éclater, des fluides corporels partout. Il a dit qu'il n'arrivait pas à faire partir l'odeur de sa moustache pendant des jours et qu'il a fini par la raser. Des années plus tard, j'ai appris qu'il s'était suicidé et je ne peux m'empêcher de penser que cette situation et d'autres semblables ont contribué à sa décision. L'un des pires travaux que j'ai effectués était un suicide. La scène se situait dans une fosse en béton de 3 mètres de profondeur, recouverte de planches. L'homme avait utilisé un fusil de chasse et était resté dans la fosse pendant près de 3 semaines à se liquéfier. Sa femme nous avait demandé d'effectuer le travail le plus rapidement possible, ne voulant pas que ses 3 jeunes enfants nous voient dans leur maison. Je suis arrivé un vendredi soir et n'ai terminé le travail qu'à 15 h le lendemain. C'était un mélange de chair et de fluide, de terre, de feuilles et de bâtons que nous avons ramassés dans nos poubelles pour les enlever. Les murs étaient couverts de matière cérébrale et de fragments de crâne. L'odeur est quelque chose que vous n'oublierez jamais. Je suis nettoyeur de scènes de crime depuis plus de 10 ans, et pourtant, rien ne m'avait préparé à ce que j'allais vivre ce jour-là. L'appel est venu en début de matinée. Un suicide collectif, qu'ils ont dit. 3 personnes. Je me suis équipé, comme d'habitude, combinaison de protection, gants, masque. Je suis arrivé sur place, un appartement modeste dans un quartier tranquille. En entrant, l'odeur métallique du sang m'a frappé de plein fouet. Je me suis forcé à respirer par la bouche, mais l'odeur semblait s'infiltrer malgré tout. La scène était macabre. 3 corps gisaient dans le salon, chacun tenant encore l'arme du crime. Le sang avait éclaboussé les murs, le sol, les meubles. Une vision d'horreur que je n'oublierai jamais. Pourtant, j'étais là pour faire mon travail, alors je me suis mis à la tâche, essayant de détacher mon esprit de l'horreur autour de moi. Soudain, un bruit m'a fait sursauter. Un gémissement, faible mais distinct. Mon cœur a manqué un battement.
J'ai regardé autour de moi, cherchant l'origine du son. C'est alors que je l'ai vu. La troisième personne, une jeune femme d'une vingtaine d'années, bougeait faiblement. Son arme était tombée à côté d'elle, et une partie de son visage était méconnaissable, sa mâchoire ayant été déchiquetée par le tir raté. Elle était encore en vie. La panique m'a envahi. J'ai immédiatement appelé les secours, mais chaque seconde d'attente semblait durer une éternité. Ses yeux me fixaient, remplis de douleur et de supplication. Je me suis accroupi à ses côtés, essayant de lui parler, de la rassurer, mais mes mots semblaient dérisoires face à son agonie. La scène était insoutenable. La blessure à sa mâchoire était horrible à voir, la chair pendait et le sang coulait sans cesse. Elle tentait de parler, mais seuls des gargouillis étouffés sortaient de sa gorge. Je pouvais voir la peur et la douleur dans ses yeux, et cela m'a dévasté. J'étais là, impuissant, incapable de soulager ses souffrances. Quand les secours sont enfin arrivés, ils ont pris le relais, mais le traumatisme était déjà fait. Cette image, cette scène, ses yeux suppliants me hantent encore. J'ai fait de nombreux cauchemars depuis ce jour, revivant sans cesse ce moment d'horreur. Le nettoyage a continué après son départ pour l'hôpital, mais mon esprit était ailleurs. Chaque tâche semblait mécanique, vide de sens. Ce jour-là, j'ai compris à quel point la vie peut être fragile et à quel point notre travail, bien que nécessaire, peut nous marquer profondément. Depuis cet événement, j'ai développé une peur irrationnelle de retrouver une autre personne vivante dans une scène de crime. Chaque appel, chaque intervention est devenue une source d'anxiété. Je fais de mon mieux pour continuer, mais une partie de moi reste à jamais marquée par le regard de cette jeune femme, une partie de moi reste figée dans ce moment d'horreur indescriptible. Un de mes anciens collègues m'a raconté une scène qu'il avait dû nettoyer. Il est arrivé avant que les enquêteurs n'aient fini leur travail. Il y avait une chaise dans une pièce vide avec une cheminée. Les pieds de la chaise étaient attachés aux jambes de la femme du propriétaire de la maison. Aucune autre partie du corps ne se trouvait sur la chaise. La tête de la femme reposait sur le manteau de la cheminée. Le sang du démembrement était omniprésent, le torse et les bras étaient éparpillés dans la pièce. Il a démissionné après ce travail, non pas parce qu'il avait peur ou quoi que ce soit d'autre, mais parce que l'entreprise pour laquelle il travaillait était bon marché et ne le payait que $100 pour 3 heures de nettoyage du sang et des parties du corps dans la pièce. En tant qu'aumônier d'un service de pompiers, une partie de mon travail consistait à évacuer les corps de la pièce. Je pense donc que je compte. Des suicides au fusil de chasse. Des homicides. Mais ce qui m'a le plus perturbé, c'est un accident de voiture dans lequel un enfant est mort. Il s'était brisé le cou, je crois. Personne d'autre n'a été gravement blessé. Le fait d'arracher ce nourrisson des bras de sa mère est un moment gravé à jamais dans mon cerveau. Je peux mettre des cadavres sur des brancards toute la journée. Ramasser des fragments de crâne sur un mur ou des membres sur le bord d'une autoroute ne pose aucun problème. Mais les gémissements de la mère, son balancement désespéré et son emprise sur son enfant, l'odeur, l'aspect et la sensation de la mort sur une personne qui n'avait même pas encore connu la vie, tout cela n'était pas normal. Ce n'était pas normal. Je l'ai ressenti au niveau le plus primaire. J'ai fait cela pendant environ 8 mois, et j'ai vraiment aimé ce travail, qui était très intéressant et gratifiant. Les odeurs sont toujours les pires, mais celle qui m'a le plus marqué est le suicide d'un garçon de 16 ans que nous avons nettoyé. Il avait sorti tous ses vêtements de son placard, posé quelques sacs poubelles noirs sur le sol, s'était assis et s'était tiré une balle dans la tête. C'était troublant parce qu'il y avait eu beaucoup de réflexion avant de passer à l'acte. Il s'était préparé pendant un certain temps, mais il est quand même passé à l'acte. C'était déchirant. Pas exactement la même chose, mais j'ai travaillé dans une maison de retraite où les gens se suicidaient bien plus souvent qu'on ne l'imagine. Il s'agissait d'un petit établissement, si bien qu'il m'arrivait de faire d'autres choses que mon travail d'informaticien, par exemple d'aider l'agent d'entretien à soulever des objets. Un vieil homme, sans famille, s'est suicidé. Il a laissé une note à l'administrateur du bâtiment. Il remerciait tout le monde d'avoir pris soin de lui,
disant qu'il était désolé que nous l'ayons trouvé. Il l'a tapé sur un ordinateur, il s'est avéré qu'il a utilisé l'ordinateur de la réceptionniste, elle pensait qu'il écrivait une lettre à un ami ou quelque chose comme ça, elle l'a même aidé à le faire, mais il écrivait en polonais qu'elle ne parlait pas. Elle a donc été très effrayée. Dans sa note, il demandait qu'on prenne bien soin de ses souris. Mais après des heures de recherche, nous n'avons rien trouvé. L'agent d'entretien m'a demandé de l'aider parce qu'il pensait qu'il devrait déplacer les meubles pour trouver les souris. Le type ne s'est pas suicidé dans la chambre, alors je me suis dit que je n'allais pas voir quelque chose de dérangeant et j'y suis allé. En regardant autour de moi, pas de souris, pas de cache pour elles et pas de crotte ou quoi que ce soit d'autre dans la pièce. Ce qui ne fait que confirmer ce que nous pensions tous. Nous nous apprêtons donc à déplacer les meubles lorsque nous nous rendons compte que personne n'a encore nettoyé la pièce et que nous devrions donc vérifier les tiroirs. Nous les avons trouvés, nous avons trouvé des souris et aussi des petits oiseaux, mais ils étaient tous morts et empaillés et habillés de petits vêtements bizarres et d'accessoires et de petites plaques d'identification. C'était vraiment triste. Je travaillais à côté d'un atelier de sièges pour automobiles. Un homme s'est tiré une balle dans la tête alors qu'il était assis dans sa voiture à l'heure du déjeuner, dans un endroit isolé du parking de l'usine où il travaillait. C'était en juillet et la voiture n'a pas été retrouvée pendant une semaine. Les vitres étaient remontées. La compagnie d'assurance ne voulait pas déclarer la voiture, alors elle l'a vidée et retapissée dans l'atelier à côté de chez moi. Apparemment, il n'était pas un bon tireur, alors son cœur a continué à pomper jusqu'à ce qu'il se vide de son sang. L'odeur était putride, et même après avoir remplacé tout ce qui avait été imbibé de sang, l'odeur s'était infiltrée dans les surfaces les plus dures. Je ne sais pas ce que la compagnie d'assurance a fait de la voiture. Pas la plus horrible, mais certainement la plus troublante. Un jeune de mon lycée s'est pendu. Là, ce n'est pas gore. Pas de sang, pas de peau brûlée, pas de crâne fendu, pas de matière cérébrale ramassée sur le sol. Juste un visage violacé, des yeux blancs, une langue pendante, comme s'il essayait de crier à l'aide par regret. Et oui, j'ai dû porter son cadavre sur 4 étages, le jeter sur un camion pour qu'il puisse le transporter à l'hôpital. C'est bien pire qu'il n'y paraît, mais je ne sais pas comment vous décrire la scène. J'habitais près d'un marché, et dans mon pays d'origine, les marchés sont remplis de gangs qui se battent pour contrôler le marché de l'extorsion. Il se trouve que ma mère avait une clinique à proximité. Tous les jours, il y avait donc des bagarres entre gangs et des gens qui étaient transportés dans la clinique de ma mère avec des blessures sur le corps. Beaucoup n'ont pas survécu. C'est mauvais pour les affaires, car les patients qui viennent à la clinique de ma mère sont sûrs d'être perturbés par une telle scène. Un jour, en rentrant de l'école, j'ai vu un homme mort dans ma maison. Personne n'est venu le chercher et ma mère était trop fatiguée pour nettoyer. Je suis donc entré, j'ai sorti le cadavre, je l'ai porté jusqu'au poste de police voisin et je l'ai jeté devant. Mais comme le policier ne voulait pas d'un cadavre et que nous n'avions pas de morgue, j'ai dû le porter jusqu'à une benne à ordures et l'y déposer, au vu et au su de mes professeurs. Mon école étant proche de mon domicile, ils voyaient leurs élèves se promener avec un cadavre. J'ai fait cela 5 ou 6 fois. Par la suite, ils m'ont appelé nettoyeur de cadavres et m'ont demandé de les aider avec les cadavres. Je vais prendre quelques libertés. Je suis conducteur de dépanneuse. Les délits que j'ai nettoyés sont du type conduite en état d'ivresse. J'ai nettoyé des morts et des cadavres. La plupart du temps, vous essayez de ne pas y penser et vous chargez le véhicule sans entrer dedans. Parfois, on fait des blagues sombres pour alléger l'ambiance de ce que l'on voit. Ce n'est pas que cela vous plaise. Au contraire, cela vous rend malade d'y penser. Cela m'a donné des cauchemars. C'est un travail grotesque qui ferait vomir les plus grands machos. J'ai vu des véhicules déchirés en deux, des familles emmenées dans des chariots à viande et des animaux, dont un élan, se tordant avec des membres cassés. Il y a quelques années, j'ai eu la malheureuse tâche de nettoyer une épave, en la repêchant littéralement dans les arbres, d'un homme avec qui j'avais travaillé dans une autre entreprise quelques années auparavant. Je ne savais pas de quel véhicule il s'agissait à l'époque, mais je l'ai découvert à mon grand désarroi quelques jours plus tard.
Il était ivre et fuyait les shérifs adjoints. Il avait fait rouler son pick-up suffisamment vite sur une route sinueuse pour que les adjoints reculent. Il l'a perdue dans un virage et elle s'est écrasée contre des arbres et est restée coincée sur le côté et à l'envers à environ 4 pieds du sol. Ils ont utilisé des outils pour ouvrir la cabine de son camion et couper les supports de son siège pour le sortir de l'endroit où se trouvait la vitre arrière. Sur une chaussée plane, cela se fait assez rapidement avec une pelle et des sacs poubelles. Comme cet incident s'est produit dans l'herbe et les broussailles, nous l'avons ramassé à l'aide de nos gants. Comme l'homme vivait sur le flanc d'une montagne, il transportait des couvertures, des sacs de couchage et des oreillers de rechange dans son camion au cas où il se retrouverait en panne. Toutes ces choses douces sont devenues des tampons de la taille d'un corps, imbibés de sang. C'est l'accident le plus sanglant que j'ai jamais eu à nettoyer. Au cours du nettoyage, nous avons trouvé tous les emballages de l'équipement médical du sauvetage. Une fois qu'ils l'ont sorti de l'épave, il semble qu'ils aient commencé à lui sauver la vie là, sur le tas d'ordures. Il a été emballé et expédié vers un grand hôpital métropolitain. Ils ont supposé qu'il ne vivrait pas assez longtemps pour être jugé et n'ont donc pas prélevé d'échantillons de sang ou d'haleine pour prouver l'état d'ébriété de l'accusé. La rumeur a commencé à circuler qu'il était mort. Nous n'étions pas amis, mais nous étions amicaux. C'était un homme que je connaissais. Nous travaillions dans des services différents, mais il m'avait déjà aidé à plusieurs reprises. Il était conducteur de motoneige et j'étais mécanicien de motoneige. Après un mois aux soins intensifs, il s'en est sorti. 6 mois environ après l'accident, il a cessé de prendre ses anticoagulants, soit parce qu'il n'en avait pas les moyens, soit parce qu'il avait gaspillé l'argent ailleurs. Son sang a coagulé. Le caillot s'est libéré et a provoqué une crise cardiaque massive. Il est mort. Portez votre ceinture de sécurité et ne fuyez pas les flics. Ils sont plus rapides que vous. Ne buvez pas et ne conduisez pas. Et si vous voyez une dépanneuse sur le bord de la route avec ses phares allumés, ralentissez et passez votre chemin, s'il vous plaît. Une scène de crime particulièrement macabre nous attendait dans une vieille maison à l'écart de la ville, un endroit qui, à lui seul, suscitait un sentiment de malaise. On nous avait prévenu que la scène était horrible, mais rien ne pouvait vraiment nous préparer à ce que nous allions découvrir. En arrivant sur place, la maison nous a accueillis avec une aura sinistre. Les murs de briques étaient recouverts de lierre, et les fenêtres, poussiéreuses et brisées, semblaient fixer le monde extérieur avec un regard vide. Un pressentiment lourd pesait sur nous tous alors que nous franchissions la porte d'entrée. À l'intérieur, l'odeur de sang et de putréfaction était omniprésente. Les murs du salon étaient éclaboussés de sang, et les meubles, renversés et brisés, témoignaient d'une lutte féroce. 3 corps gisaient là, massacrés de manière si brutale que même après des années de travail dans ce domaine, j'avais du mal à retenir ma nausée. La police avait fini ses prélèvements, laissant le reste à notre équipe. Nous avons commencé notre travail en silence, chacun concentré sur sa tâche pour ne pas penser à l'horreur de la scène. C'est alors que les phénomènes étranges ont commencé. D'abord, ce furent des bruits de pas venant de l'étage supérieur. Pensant que quelqu'un était resté dans la maison, j'ai monté les escaliers pour vérifier. Mais il n'y avait personne. Juste des pièces vides et des couloirs sombres. De retour au rez-de-chaussée, j'ai raconté ce que j'avais entendu à mes collègues, mais ils ont haussé les épaules, attribuant cela à la vieille maison qui travaillait. Nous avons continué, mais bientôt, des cris ont retenti, des cris d'agonie et de terreur, semblant venir de partout et de nulle part à la fois. Les fenêtres se sont mises à claquer violemment, comme si une force invisible tentait de nous enfermer à l'intérieur. Nous étions tous figés de terreur, regardant autour de nous, cherchant une explication rationnelle. Les lumières ont commencé à clignoter, plongeant la maison dans une alternance rapide de lumière et d'ombre. Puis, la télévision s'est allumée toute seule, diffusant des images brouillées et des sons distordus qui semblaient provenir d'un autre monde. Mes collègues et moi étions au bord de la panique. L'un d'entre nous, Jacques, a tenté de rationaliser la situation en disant que c'était peut-être une surtension électrique, mais ses paroles semblaient vaines face à l'horreur palpable qui nous entourait. Les cris continuaient, perçant nos oreilles et nos esprits, et les portes se fermaient brusquement, nous emprisonnant dans des pièces. À un moment, j'ai senti une main froide se poser sur mon épaule. Me retournant rapidement, j'ai vu une silhouette fantomatique, une femme aux yeux vides, habillée de haillons ensanglantés,
qui me regardait avec une tristesse infinie. Avant que je ne puisse crier, elle avait disparu. C'était la goutte de trop. L'esprit collectif de notre équipe a cédé à la panique. Nous avons ramassé notre équipement et nous sommes précipités vers la sortie, ignorant les outils et les tâches inachevées. En franchissant le seuil, la maison a émis un dernier cri strident, comme un adieu funeste. De retour dans notre véhicule, le silence pesait lourd. Personne ne parlait, mais chacun savait que quelque chose de terriblement mauvais habitait cette maison. J'ai quitté mon travail peu de temps après. Les cauchemars étaient devenus insupportables, et chaque nuit, je revivais ces cris, ces visages, et cette présence glaciale sur mon épaule. Aujourd'hui, chaque fois que je passe devant une vieille maison délabrée, je ressens un frisson me parcourir l'échine. Il y a des choses dans ce monde que nous ne sommes pas censés voir, des horreurs qui dépassent notre compréhension. Et parfois, il vaut mieux les laisser tranquilles. Mon travail le plus fou a été celui d'un homme qui a pris un tas de pilules et qui s'est rendu compte qu'elles ne le tuaient pas assez vite. Il a ensuite enroulé de la corde d'éthylène autour de son cou et s'est pendu à une poutre apparente du salon. Pendant qu'il était pendu, il s'est tiré une balle dans le cou. Il n'a pas été retrouvé pendant plus de 3 semaines, de sorte que ce luxueux appartement a été affecté par une bonne quantité de bio et d'odeurs de décomposition. La partie la plus horrible a été de se débarrasser de tous les costumes Armani et Hugo Boss et des chaussures Gucci. Aussi, il y a environ 6 ans, j'ai effectué un nettoyage de décomposition dans le Midwest. Je ne peux malheureusement pas divulguer le nom de la ville car je suis toujours employé par la même société. Vous pouvez probablement trouver l'histoire sur Google. Une femme a été retrouvée en état de décomposition sur les toilettes d'une chambre d'amis. Elle était là depuis un certain temps, le coroner estimant qu'elle était là depuis plus de 6 mois. Du sang et du bio recouvraient le sol en carreaux de vinyle, sur une épaisseur de 10 cm. Il y avait des asticots et des mouches partout, mais ce qui est étrange, c'est que le reste de la maison ne sentait pas aussi mauvais. En prenant des photos, j'ai remarqué du ruban adhésif autour de la porte de la salle de bain et lorsque j'ai vérifié le registre de chaleur pour le bio, j'ai remarqué qu'il était également fermé avec du ruban adhésif. La fenêtre était occultée avec du carton et des désodorisants en forme de sapin étaient suspendus au plafond. J'en ai pris note et me suis ensuite rendu au sous-sol pour vérifier le dessous du sol de la salle de bain. Le liquide avait effectivement pénétré au-delà du sous-plancher, touchant les solives, et s'était écoulé sur des couvertures installées dans une tente improvisée juste en dessous. En prenant des photos, j'ai remarqué tous les jolis dessins à la peinture au doigt sur les murs en béton. On dirait que les enfants se sont amusés à dessiner des personnages, des maisons et des fleurs. Je me suis dit que ça allait ruiner leur salle de jeu. J'ai donc fini de prendre des photos et je suis monté à l'étage pour rencontrer la famille. C'était la partie la plus difficile. Il semble que le coroner nous ait appelés parce que les propriétaires étaient en prison. Le père avait assassiné sa belle-mère et l'avait enfermée dans la salle de bain secondaire. Le ruban adhésif a été utilisé pour sceller la porte et des désodorisants ont été utilisés pour essayer de couvrir l'odeur de décomposition. La seule raison pour laquelle ils ont été attrapés. Ils continuaient à encaisser les chèques de sécurité sociale de la défunte et ne se présentaient pas au bureau de la sécurité sociale. Lors d'un contrôle de bien-être, le policier a remarqué que les parents agissaient bizarrement. Le policier a alors demandé au plus jeune enfant où se trouvait sa grand-mère. L'enfant a répondu que sa grand-mère était malade parce qu'elle n'était pas allée aux toilettes depuis très longtemps. La partie la plus désagréable de l'histoire. Les dessins des enfants sur les murs de la cave n'étaient pas faits au marqueur ou au crayon. Les enfants utilisaient le bio qui s'écoulait du plafond pour faire leurs dessins. Les pauvres enfants ont joué dans le bio de grand-mère pendant des mois. Ces pauvres enfants vont avoir besoin d'une thérapie. J'espère qu'ils ne deviendront pas eux-mêmes de petits tueurs en série. L'entreprise pour laquelle je travaille ne nettoie généralement pas les scènes de crime, mais c'est quelque chose que mon patron essaie de faire depuis un certain temps. Nous avons fait quelques appels d'offres. En général, lorsque nous arrivons, la scène de crime a été nettoyée il y a plus d'une semaine, parfois 2. Dans le cas présent, un homme a assassiné sa petite amie et a avoué le lendemain, ce qui signifie que la scène de crime datait de 3 ou 4 jours. Cet homme a poignardé sa petite amie 56 fois dans la maison alors qu'elle essayait de s'enfuir. Il l'a ensuite scalpée dans la salle de bain.
Il y avait du sang et des cheveux partout. Ce n'est même pas la partie la plus tordue. Une fois qu'elle était morte, il lui a coupé un sein et l'a fait cuire dans une poêle à frire. Il y avait de la drogue. Le père de mon meilleur ami a été appelé au domicile d'une famille qui avait l'habitude de forcer son fils attardé à violer sa fille quand elle se comportait mal. Il l'a trouvée nue dans un placard, les mains liées. Elle a été placée dans une famille d'accueil et ma tante et mon oncle ont fini par l'adopter. Elle est donc devenue ma cousine en quelque sorte. Elle a toujours eu très peur, mais elle était gentille. Je me souviens que la première fois qu'on nous a présentés, elle m'a demandé « Est-ce que tu m'aimes ?» J'ai regardé ma mère et elle m'a lancé un regard du genre « Tu as intérêt à dire oui ou je te fouette le cul », ce que j'ai fait. Nous avions toutes les deux 7 ou 8 ans à l'époque. Elle n'a jamais dépassé le stade de l'enfance. Elle n'est pas née avec des problèmes mentaux, mais la négligence et la maltraitance l'ont bousillée. C'est un peu différent de ce que vous demandez, mais voici ce qu'il en est. Mon père est policier et il y a environ 16 ans, il a reçu un appel de bien-être à Noël. Les voisins n'avaient pas eu de nouvelles de la famille, une mère et sa fille, depuis quelques jours et ils voulaient que quelqu'un aille voir ce qui se passait. Mon père ne s'attendait pas à quelque chose d'extraordinaire et il a été choqué lorsqu'il est entré. La pièce était noire et froide. Il y avait une petite fille assise qui fixait le mur, les yeux dans le vide. À côté d'elle gisait une femme nue, couverte d'entailles et baignant dans son propre sang. Il s'avère que 3 jours auparavant, le petit ami de la mère était en colère, j'ai oublié la raison, et il a violé et tué la mère. La petite fille, âgée de 4 ou 5 ans, était aveugle et ne pouvait donc rien faire d'autre que de rester assise. Elle n'avait pas mangé depuis 3 jours et ne pouvait que rester assise, pleurer et dormir. Je travaillais dans une entreprise familiale de pompes funèbres. J'avais environ 19 ans à l'époque. Nous allions souvent chercher les corps à domicile. Il y avait un type qui était mort dans son appartement depuis je ne sais combien de temps. Lorsque nous sommes entrés, la pièce était remplie de mouches. Imaginez le film La momie où un mur de mouches sort de sa bouche. Au début, c'était plutôt fin, mais en s'approchant, on a découvert un mur épais où la densité des mouches a grimpé en flèche. Nous portions des combinaisons intégrales, donc pas d'inquiétude. On se serait cru dans un film. Le corps était ce à quoi on pouvait s'attendre. J'ai également rencontré un homme qui est mort sur le siège de sa voiture dans son allée. Il est mort en s'accrochant au volant et la rigidité s'est installée, il ne voulait pas le lâcher. Pour le faire descendre, j'ai dû plier chaque doigt en arrière. J'avais l'impression que les os se brisaient en craquant. Je devais le faire lentement pour ne pas faire trop de dégâts. Pendant que je le faisais, j'avais le visage du mort juste à côté du mien puisqu'il était affalé. Lorsque les corps sont autopsiés, les personnes chargées de l'autopsie envoient le corps aux pompes funèbres sans l'avoir reconstitué. Cela signifie que la poitrine et l'estomac sont ouverts, que la cage thoracique est livrée dans une boîte séparée, que les organes sont livrés dans des sacs en plastique, que le cuir chevelu et le visage sont coupés mais qu'ils sont ramenés sur le crâne. Nous avons reçu un corps autopsié un soir et il était vraiment très tard, alors nous l'avons laissé dans le bâtiment et nous l'avons remis en état le lendemain. Nous sommes arrivés le lendemain et il devait y avoir une fissure dans un mur quelque part ou quelque chose comme ça, mais les fourmis ont trouvé le moyen d'entrer. Le corps était étendu là, la poitrine grande ouverte, la bouche et les yeux ouverts, couverts de fourmis. Il n'y avait pas un seul endroit du corps qui n'était pas couvert de fourmis. Elles rampaient à l'intérieur et à l'extérieur de sa cage thoracique, dans et hors de son nez, de sa bouche et de ses yeux. Nous avons simplement pris un flacon pulvérisateur de produits anti-fourmis et avons aspergé le corps, puis nous l'avons lavé lorsqu'elles sont toutes mortes et nous l'avons réparé comme d'habitude. Je ne suis pas nettoyeur, mais mon travail m'amène de temps en temps au bureau des médecins légistes. Les 2 pires cadavres que j'ai vus sont un homme qui s'est fait tirer dessus et dont la caravane a été incendiée pour tenter de dissimuler les preuves. L'odeur de la chair humaine carbonisée n'est pas quelque chose que l'on oublie ou que l'on veut sentir à nouveau. Seules ses extrémités ont été brûlées, et le centre de son torse n'a pas été brûlé, de sorte que les projectiles ont pu être récupérés avec un minimum de dégâts. Une femme qui a été matraquée à mort par son ex-petite amie,
qui a ensuite découpé son corps en 6 morceaux et les a dispersés dans tout le comté. Lorsque je suis entré, un médecin légiste tenait la tête de la victime par les cheveux tandis qu'un autre prélevait du liquide oculaire. Le corps entier était disposé dans le bon sens sur la table d'examen. Ce n'est que plus tard, je ne sais plus combien de temps, que j'ai été frappé par ce cas, alors que je regardais un film d'horreur. Tous les faux démembrements des parties du corps ressemblaient à s'y méprendre à ce que j'avais vu dans le bureau du médecin ce jour-là, si bien qu'Hollywood produit parfois des scènes gore crédibles. J'ai vu une fois un cas d'incendie criminel où la maison d'un homme en fauteuil roulant a été incendiée. L'image de cet homme, carbonisé, le métal de son fauteuil ayant pratiquement fusionné avec son corps, avec une expression criarde sur le visage, me hantera pour le reste de ma vie. L'odeur aussi. Deuxièmement, j'étais sur une scène de crime où un homme avait demandé à son fils de 6 ans de poignarder un autre homme dans le cou pour une caisse de bière. Il a dit à son fils de le planter comme un cochon. Je me souviendrai toujours que plus tard dans la soirée, au poste de police, pendant que le père était interrogé, l'enfant était assis dans le couloir, couvert du sang de l'homme qu'il venait d'assassiner, et jouait avec un ours en peluche. Troisièmement, je n'oublierai jamais la fois où j'ai trouvé le corps violé et assassiné d'une jeune fille de 16 ans qui avait été battue à mort avec le fond d'une bouteille de bière jusqu'à ce que son crâne s'effondre, ses tétons arrachés et abandonnés dans un champ vêtu uniquement d'un coupe-vent désipé. Tuée par le frère de son petit ami parce qu'elle ne voulait pas coucher avec lui. Finalement, j'ai abandonné l'humanité, j'ai quitté ce métier. J'aime ce que je fais maintenant. Nous venions de terminer une longue journée de nettoyage lorsqu'un nouvel appel est arrivé. On nous envoyait dans une ancienne église abandonnée à la périphérie de la ville. Les instructions étaient vagues, mais on nous avait prévenu que la scène serait particulièrement macabre. En arrivant sur place, la silhouette de l'église se dessinait sinistrement dans la brume. Les vitraux brisés et les murs couverts de lierre donnaient à l'endroit une atmosphère oppressante. Une croix inversée en bois, noire de moisissure, trônait encore au sommet du clocher. L'air était lourd de menaces alors que nous avancions vers l'entrée. À l'intérieur, l'odeur était suffocante, un mélange de sang séché, de cire fondue et de pourriture. Le hall principal de l'église était plongé dans une pénombre angoissante, seulement éclairé par des chandelles disséminées çà et là. Sur les murs, des symboles sataniques étaient peints avec ce qui semblait être du sang. Nous avons avancé prudemment, nos pas résonnant dans le silence oppressant. Au centre de la pièce, un autel macabre avait été érigé. 3 corps y étaient attachés, chacun portant les marques d'une torture indescriptible. Leur peau était lacérée, brûlée, marquée de symboles occultes. Leur visage figé dans une expression de terreur pure. Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi horrible. Chaque corps racontait une histoire de souffrance inimaginable. L'un des corps, celui d'une femme, tenait encore un crucifix ensanglanté dans sa main crispée. En m'approchant, j'ai senti une présence malsaine, comme si les murs eux-mêmes chuchotaient des secrets anciens et maléfiques. Alors que nous commencions notre travail, les phénomènes étranges ont commencé. Des murmures inaudibles semblaient provenir des murs, des chants gutturaux et incompréhensibles qui s'intensifiaient par moments. Les chandelles vacillaient, projetant des ombres dansantes qui prenaient des formes grotesques. Nous avons tenté de nous concentrer, mais chaque instant devenait plus insoutenable. Puis, le sol s'est mis à trembler légèrement, ajoutant à la terreur ambiante. C'est alors que j'ai entendu un cri. Un cri humain, déchirant, provenant de l'autel. Je me suis retourné et j'ai vu l'impossible, un des corps, celui de la femme avec le crucifix, ouvrait les yeux. Ses pupilles dilatées reflétaient une douleur et une peur incommensurables. Elle a essayé de parler, mais seuls des gémissements étouffés sortaient de sa gorge mutilée. Elle a levé une main tremblante vers moi, implorant de l'aide. Mais il était déjà trop tard pour elle, et nous savions tous que quelque chose de terriblement maléfique hantait cet endroit. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.